Bonjour à toutes et à tous, vous m'avez reconnu, je suis Super Captain Popcorn, la version encore plus puissante et évoluée de Captain Popcorn, comme oui, vous pouvez le voir sur ce sweatshirt, que vous pouvez trouver en lien dans la description de la vidéo, puisque oui, même si je suis Super Captain Popcorn, ça ne m'empêche pas de bégayer, hein. Ça fait toujours partie de mes pouvoirs de me planter de temps en temps alors que j'enregistre. Et donc on va parler de la série Hawkeye, et notamment des 3 premiers épisodes. Dans cette vidéo, on est déjà à la moitié de cette saison qui ne compte que 6 épisodes. Et donc il vaut mieux avoir vu ces épisodes puisque je serai dans l'avis, dans l'analyse, dans les théories pour la suite et fin de la série. Et sur une autre note très importante pour mon petit cœur de Super Captain, eh bien sachez que oui, elle est là, ma chaîne secondaire YouTube Captain Jeux de rôle, qui va traiter de jeux de rôle, qui est un petit peu mon loisir favori depuis que je suis petit. Et oui, j'ai été petit à une époque. Et donc il y a déjà une vidéo qui est disponible, un replay d'une campagne de fantasy dans un monde de mon invention, le demi-monde. Et bien sûr, hein, je vous invite à vous abonner en masse à cette chaîne secondaire qui me tient beaucoup à cœur. J'y mets du temps, des efforts, beaucoup de plaisir, de l'énergie. Vous verrez, j'ai une excellente petite troupe de joueurs. Je suis très content de la direction que prend tout ça, donc allez jeter un œil, même si vous ne connaissez pas le jeu de rôle, vous pourriez accrocher, et donc vous trouverez les liens en description. Allez, c'est parti pour Hawkeye. Si ça ne vous dérange pas, parlons de Clint Barton pendant quelques instants au moins, même si on pourrait arguer que c'est bien Kate Bishop qui est le personnage principal de cette série Hawkeye, sachant qu'on assiste à un plus ou moins, même plutôt plus que moins, à un passage de flambeau du titre de Hawkeye de Clint vers Kate. Enfin, on verra comment tout cela se termine. Il ne faut pas enterrer Clint trop vite. Alors je sais bien que Œil de Faucon a ses fervents partisans, notamment le Hawkeye des comics, qui, il faut le rappeler, a commencé comme un méchant, comme un antagoniste, comme un villain, ce qui explique en partie la couleur violette de son costume, qui est généralement plutôt réservée aux méchants dans les comics Marvel. Ceci étant dit, quand on recherche le plus mal aimé, le plus sous-estimé des Avengers, c'est souvent, il faut bien le reconnaître, le nom de Clint Barton qui va ressurgir, et la série va jouer sur cette autodérision. Alors ça va être de l'autodérision calibrée, assez structurée, on part pas dans n'importe quelle direction non plus, on reste chez du Disney Marvel, mais il y a quand même de la dérision et ça fait plaisir. Ça fonctionne plutôt bien, d'autant plus que l'alchimie prend très bien entre Jeremy Renner et Hailey Steinfeld, qui sont donc les interprètes de Clint et de Kate Bishop. Une des grandes particularités de Hawkeye, c'est évidemment sa faiblesse par rapport aux autres super-héros et ce statut de simple père de famille qui permet de le ramener à des considérations nettement plus prosaïques, ce que la série va amplifier encore avec son système de prothèse auditive. Alors je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais peut-être que cette idée de présenter Hawkeye comme une série de Noël n'est pas forcément la meilleure en termes de promotion, ça peut en rebuter certains, mais disons que Hawkeye est autant une série de Noël que Piège de cristal en est un film. Alors toute proportion gardée bien sûr, puisqu'on reste quand même assez loin de la jubilation extrême que pouvait provoquer le premier Die Hard avec Bruce Willis quand il faisait encore des bons films, mais on ne va pas cracher dans la soupe non plus. Ce début de saison, cette première moitié, comme je disais, de saison de Hawkeye se laisse agréablement regarder. Alors je vais revenir sur les points forts et les points faibles, mais là en plus on part vers l'arrivée, le retour d'un des antagonistes que j'apprécie le plus au sein du MCU, et ça c'est quand même super chouette. Pour aller directement vers ce qui picote un petit peu de mon point de vue dans ces épisodes, notamment le 2, principalement le 2 et un petit peu le 3 peut-être, c'est que la série prend encore un peu trop son temps, sachant que de mon point de vue, sur une saison de 6 épisodes, on devrait avoir une ambiance carrément sprint et pas marathon. On n'a pas le temps de prendre son temps, il faut que ça enchaîne, il faut que ça envoie, il faut qu'on ait des rebondissements, il ne faut pas garder des forces par devers soi, il faut vraiment balancer. Et là, je trouve qu'ils avancent, mais peut-être pas assez rapidement à mon goût, donc ce serait mon principal reproche pour le moment. Ce qui fonctionne carrément bien en revanche, mais je vous l'ai déjà dit, c'est la dynamique, l'alchimie
entre ce duo hein, de Kate Bishop et Clint Barton. Ça fonctionne bien entre les deux interprètes. Et puis les personnages, ils sont bien pensés. Hein. Cette Kate Bishop, moi j'ai vraiment envie de la découvrir, de la prolonger en quelque sorte en tant qu'héroïne qui va prendre de l'étoffe, de l'ampleur, peut-être à la tête des Young Avengers par exemple, quel que soit le nom de ce futur groupe d'Avengers composé de héros de la deuxième génération. Mais en tout cas, voilà, les deux, c'est pas mal. Et puis bon, quand même en termes de simple jeu d'acteur, ne serait-ce que la scène de l'appel du plus jeune fils de Clint Barton dans l'épisode 3 devrait plutôt normalement convaincre les gens que ces deux interprètes savent jouer la comédie, et notamment Jeremy Renner hein, qui est vraiment émouvant dans cette scène. Donc voilà, on va peut-être arrêter de se moquer de lui. L'introduction de la série est un autre gros point fort qui vient appuyer le temps que nous avons nous-mêmes dans nos vies personnelles déjà passé dans le MCU. Et oui, 2012, déjà 9 ans pour nous, en tout cas depuis Avengers et la bataille de New York, et 12 ans pour les personnages du MCU qui approchent donc de Noël 2024 dans la série. Un des éléments qui va nous frapper, nous spectateurs, dans Hawkeye, c'est bien sûr l'iconisation, si je peux utiliser ce terme, des Avengers, puisqu'ils ont joué un rôle, on le sait, vital, prépondérant, essentiel dans l'annulation du claquement de doigts fatidique de Thanos, le fameux snap, et donc c'est normal qu'on les retrouve un peu partout, même en comédie musicale. Évidemment, le curseur est poussé un petit peu loin pour souligner le décalage entre la bonne humeur de Broadway et le vécu traumatique de Clint, qui se situe déjà dans un monde un peu parallèle à cette euphorie via son appareil auditif éteint. La perte de Natasha pèse lourdement et celle qui inspire encore des petites filles à se déguiser pour lui ressembler reste pour Clint avant tout une amie intime arrachée dans un sacrifice ultime qu'il était le seul à pouvoir éventuellement éviter. De ce fait, le désir de Clint, bien compréhensible, de vivre avec sa famille, d'être là pour eux, est doublement important pour nous spectateurs, puisque d'abord on va s'identifier à Clint, mais aussi on a bien en tête que si Natasha a fait le choix de se sacrifier, c'est aussi pour permettre à Clint de retrouver cette famille, c'est pour préserver cette unité familiale qu'elle n'avait jamais connue. Pour mieux toucher dans le mille, il faut s'éloigner juste quelques instants de la série elle-même pour prendre conscience, si ce n'est pas déjà le cas, que le run de comics de Fraction et Adja a vraiment servi de matière première évidente pour concevoir cette série Hawkeye. Et si Matt Fraction si vous voulez, est cité comme consultant sur la série, en revanche, l'art de David Adja, qui a beaucoup inspiré la série, on le retrouve partout dès le générique, eh bien je pense qu'il n'a pas été vraiment récompensé en termes de compensation financière. C'est un peu dommage. Et depuis la mafia en survêtement jusqu'au pizza dog en passant par la course-poursuite avec une Dodge Challenger, on retrouve tous les éléments marquants de ce run comics. Quoi qu'il en soit, outre la confirmation, puisque je n'avais guère de doute personnellement que Hailee Steinfeld ferait une excellente Kate Bishop, eh bien ce sont surtout des personnages un peu ambivalents, des antagonistes, du moins pour le moment, sachant qu'on peut avoir des doutes sur ce qu'ils vont devenir, qui me donnent très envie de voir la suite. Et l'introduction sur l'enfance de Maya Lopez alias Echo en début d'épisode 3 offre un joli contrepoint avec celle de Kate, avec le choix judicieux de bien intégrer au personnage non seulement la surdité des comics, mais aussi la jambe artificielle de son interprète Alaqua Cox. Maya Lopez est une badass et avec Zahn McClarnon pour jouer son père, ce n'est pas une grosse surprise, mais surtout un personnage à multiples facettes qui nous donne d'abord à voir comment l'action de Ronin serait perçue de l'autre côté de la barrière. Il est temps maintenant dans cette vidéo d'en venir aux explications et surtout aux théories, ce qui pourrait potentiellement vous gâcher quelques surprises si je frappe dans le mille. Et donc si vous me lâchez à ce moment de la vidéo, et bien sûr votre devoir absolu, c'est de laisser un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne, et si vous ne le faites pas, eh bien j'inviterai quelques pigeons à survoler votre demeure, à faire caca, et sur ce guano je tirerai une flèche avec des particules PIM, et je vous laisse deviner la suite. Allez, c'est parti pour les théories. Alors comme ça, vous êtes comme le père de Kate Bishop, vous pensez que la solution va tomber du ciel comme ça, que je vais vous l'offrir sur un plateau. Mais justement, ce qui tombe du ciel, ce sont les Chitauri.
et on se demande ce que fabrique la mère de Kate Bishop pendant tout le début de ce plan séquence, de ce faux plan séquence, il y a quelques raccords qu'on a au tout début de la série, et peut-être qu'elle était en train d'aider le père de Kate à mourir. Ça a pu résoudre quelques problèmes financiers, allez savoir. Eh oui, Eleanor Bishop n'a pas toujours été riche et elle a déjà fait l'erreur de se croire invincible, ce qui nous promet un passé bien trouble pour un personnage qu'on ne confierait tout simplement pas à une actrice telle que Vera Farmiga s'il n'y avait pas une révélation à la clé. Le trouble et le double jeu ne s'arrêtent pas là puisque je vous propose de nous intéresser maintenant au cas de Jack Duquesne. Eh oui, un personnage qui n'est autre que dans les comics le Spadassin en français, le Swordsman en anglais, et qui a été d'abord le mentor de Clint Barton, qui lui avait appris à l'épée, à tirer à l'arc dans un cirque, qui ensuite est devenu un criminel, un mercenaire, et pour enfin retrouver plutôt le bon côté en rejoignant les Avengers, donc un personnage à multiples facettes encore une fois. Alors de toute évidence, pour moi, ce Jack Duquesne n'est pas l'assassin de son oncle Armand, mais par contre il est un véritable maître d'armes. Alors voilà qui pourrait ouvrir la discussion sur la véritable identité peut-être de ce Ronin qui a notamment tué le père de Maya Lopez de Echo. Toutefois, à titre personnel, je dois bien avouer que je trouverais un peu trop facile, notamment en termes de morale de l'histoire, que le véritable assassin, on peut l'appeler ainsi, du père de Maya ne soit pas Clint Barton. En tant que Ronin, il est devenu une sorte de Punisher, il a tué des criminels à tour de bras, et le parallèle entre la bonne inspiration d'un côté avec Kate et la mauvaise de l'autre avec Maya est trop parfait pour être cassé par une révélation facile du type « c'était un tel dans le costume » et non pas Clint Barton en personne. Alors attention, là je vous parlais de préférence personnelle pour le scénario, mais il reste très probable que ce Ronin soit donc un faux Ronin, qu'il ne s'agisse donc pas de Clint Barton, et très clairement la série va jouer sur cette ambiguïté, sur ce questionnement, en ne nous montrant jamais le visage de celui qui tue le père de Maya. Alors c'est vrai, vous y avez peut-être déjà pensé, s'il s'agit d'un faux Ronin, il pourrait s'agir de Jack Duquesne, étant donné son passé de mercenaire dans les comics et son évidente maîtrise des lames dans la série, et peut-être qu'on pourrait ensuite avoir un règlement de compte entre Maya et lui. Ceci dit, qui dit mercenaire dit surtout commanditaire, et le fameux oncle de Maya pourrait bien être ce commanditaire pour des raisons qui nous échappent pour l'instant. Et bien évidemment, je pense qu'on l'aura tous compris, ce fameux oncle, cette silhouette, ce costume noir qu'on distingue qui va venir serrer la joue de la petite Maya Lopez, c'est bien sûr Wilson Fisk, alias Kingpin, alias pour nous, lecteurs français notamment, le Cade. Et donc en Wilson Fisk, le retour de Vincent D'Onofrio qui était magistral, grandiose dans la série Daredevil de Netflix, mais attention, il ne s'agira pas, je pense, exactement de la même version du personnage, puisque on aura plutôt l'idée que ce qu'on avait vu dans Netflix, ce serait un variant de Wilson Fisk, donc un Wilson Fisk d'un univers parallèle à celui du MCU. Et si vous avez encore un doute, sachez que le lieu du gala caritatif et de la vente aux enchères illégales est le même que celui utilisé pour l'hôtel particulier de Wilson Fisk dans la saison 3 de Daredevil. Et maintenant, essayons de deviner ce qui se passe avec cette fameuse montre recherchée par la mafia en survêtement. Dans le premier épisode, on voit deux tours endommagées. La première, c'est la tour Stark dans l'intro. La seconde, c'est évidemment celle du pari remporté par Kate, si on peut dire ça. On peut facilement rater l'information, mais cette tour est étrangement nommée Stane Tower. Et bien sûr, quand on connaît un peu le MCU, on sait que le nom Stane va résonner comme celui d'un méchant, le tout premier méchant du MCU, celui du tout premier film Iron Man. Et donc c'est étrange, cette notion de tour qui serait affiliée à un méchant. Ah mais attendez, est-ce que la tour Stark n'aurait pas été vendue à quelqu'un et on ne sait toujours pas à qui? Mais retournons observer de plus près ce plan de la tour Stark dans l'introduction de la série. Ah, le R est tombé, ce qui nous donne STA et plus loin K. Et si vous ne le saviez pas, en anglais, STA, ça peut correspondre à Santa, comme le Père Noël, ça peut aussi correspondre à Station, comme une gare, mais aussi à Sainte, comme Sainte qu'on pourrait accoler au nom d'une église, d'une place, d'un lieu. Et le K, bien sûr, c'est la première
lettres qui forment le nom Kingpin. Donc ce serait un petit peu la tour de Saint Kingpin ou encore la tour de la gare Kingpin. En tout cas, c'est de mon point de vue un indice. Et donc, vous l'aurez compris, la série nous offre un indice assez subtil mais assez balèze aussi dès son premier épisode. A priori, on a Wilson Fisk qui a racheté la tour Stark et s'il veut a priori mettre la main sur cette montre, eh bien on peut supposer que si elle était dans les décombres de la base des Avengers, c'est peut-être qu'elle appartenait à Tony Stark et peut-être qu'elle donne accès dans la tour à une pièce particulière, une pièce dans laquelle Tony aurait pu, puisqu'il avait toujours au moins 3 plans de secours d'avance, mettre beaucoup d'argent ou encore de la technologie. Et peut-être que je vais un petit peu trop loin, mais ça me semble une piste de réflexion plutôt intéressante. Reste maintenant à savoir à qui appartient véritablement le Pizza Dog et ce qu'il faisait dans les environs de ce gala de charité et surtout de cette vente aux enchères illégale. Et pourquoi il a tout de suite reconnu les gars de la mafia en survêt qui étaient en train de récupérer les éléments de la vente. Il y a quelque chose de louche avec Pizza Dog. Quoi qu'il en soit, les 3 derniers épisodes devraient envoyer du lourd puisqu'on a déjà Clint, on a déjà Kate, maintenant on a Maya Lopez alias Echo avec sa capacité à reproduire, à comprendre très rapidement, à reproduire les mouvements les plus subtils des gens qu'elle observe. Alors avec Wilson Fisk, Vincent D'Onofrio, mais j'ai tellement envie de le retrouver dans l'univers Marvel, voir ce qu'on va réinventer peut-être autour de ce personnage. Et puis ce n'est pas tout, puisque si vous avez encore en tête la scène post-générique de Black Widow, eh bien on a Yelena Belova qui doit aussi pointer le bout de son petit nez, puisqu'on lui a donné pour mission d'assassiner Clint Barton, en lui faisant bien comprendre qu'il était le responsable de la mort de Natasha. Et donc ça va faire un joli petit monde, on va bien agiter tout ça, et on devrait avoir un final plutôt explosif. En revanche, et même si on a vu clairement une flèche avec la technologie PIM en action, je ne pense pas qu'on verra Scott Lang dans la série, puisque d'après ce que j'ai lu, le scénariste voulait justement introduire Ant-Man, Scott Lang dans la série, mais ça avait été refusé pour des raisons de scénario, de choses qui vont venir, par Kevin Feige. Donc ne comptez pas trop voir le bout du nez de Paul Rudd dans tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aller découvrir, vous abonner à ma chaîne YouTube secondaire Captain Jeux de Rôle, vous trouverez le lien en description. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!